RFM Soir. RFM Soir. RFM Soir, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir, il est 22h. Barthélémy Ngom. À la une, affaire de l'enseignant Henri Ndiaye, la présumée meurtrière et les 3 autres individus ont fait l'objet d'un retour de parquet. Ils retournent devant le procureur de Diourbel demain. Sit-in des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire. Ils dénoncent des retards de salaire et une mauvaise gestion de l'entreprise. Au box des accusés, Kibili Touré, l'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire, il plaide non coupable et rejette en bloc toutes les accusations. Un danger permanent à Guédiawaye. Aucun des 14 marchés du département ne dispose d'une bouche d'incendie. Ajoutez à cela les installations anarchiques et les branchements clandestins. Une bombe qui peut éclater à tout moment. En ce moment même se tient un conseil interministériel sur les incendies dans les marchés. Skype, WhatsApp ou encore Facebook, ces services de communication utilisés par Over the Top, ils ont fait perdre à la Sonatel près d'une vingtaine de milliards pour la seule année 2018, suffisant pour que le directeur général du groupe Sonatel, Salah, s'indigne. Le conte, récit de faits, d'aventures imaginaires, histoires fausses ou invraisemblables, célébré ce mercredi. Nous avons donné la parole à des parents, tous sont unanimes sur le fait que le conte éveille l'enfant mélique, selon les élèves, et qu'il n'est pas bien enseigné à l'école. En sport, football, éliminatoire CAN U23, phase aller, le Sénégal perd en Guinée. Les Lionceaux ont été battus par les Guinéens 2-1. Le match retour aura lieu dimanche. Wuri Diallo fait le tour du web. Yonutol, Mamadou Amar Ndione, bonne santé à Wambaye. L'invité de RFM Soir, Ndioro Ndiaye, ministre conseiller de Macky Sall et plusieurs fois ministre sous Abdou Diouf. Entretien avec Abdou Diouf Junior sur la francophonie et la migration. Barthélémy Ngom. Mamadou Lamine Sow est à la technique, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous l'avons appris peu avant 18h. Un jeune homme s'est suicidé au quartier Keur Cheikh de Diourbel. Le mobile de son acte n'est jusque-là pas connu. Une enquête est ouverte. Babacar Diouf. Ngarika, le jeune du quartier Keur Cheikh de Diourbel, s'est donné la mort. Il s'est pendu juste derrière le quartier. Le mobile de son acte reste encore un mystère pour ses parents et proches qui ne s'attendaient pas à une telle situation. Son père raconte même que son fils a pris le déjeuner du mardi avec la famille. C'est après qu'il aurait commis son acte. La vingtaine révolue, le jeune Ngarika vivait à Dakar avec sa mère. Des sources dignes de foi attestent qu'il est rentré à Diourbel il y a moins de 3 mois. Est-il revenu avec des problèmes qu'il ne pouvait confier à personne? Où son mal est-il né à Diourbel? Autant de questions qui seront peut-être résolues avec l'enquête ouverte par la police de Diourbel. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Et puis notez que la présumée meurtrière de l'enseignant Henri Ndiaye ainsi que les 3 autres individus déférés devant le procureur de Diourbel, ils ont fait l'objet d'un retour de parquet. Ils retournent devant le procureur de Diourbel demain, 22h03. RFM, la radio de toute l'actualité. Et ce sit-in des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire sit-in ce mercredi pour dénoncer des retards de salaire et une mauvaise gestion de l'entreprise. Mambaye Tunkara, le président du cadre unitaire des syndicats de Dakar Bamako Ferroviaire. Nous avons convoqué ce point de presse pour clarifier. Parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle, c'est un problème de gestion interne. Et là, nous voulons préciser que le président Macky Sall a vraiment respecté son engagement par rapport à son homologue du Mali. Parce qu'il était retenu qu'à la suite de la résolution du contrat, que les salaires seront retenus jusqu'à la mise en place du niveau national. Et là, il faut retenir qu'il l'a respecté. Malheureusement, quand même, des fois, vous nous entendez quand même des fois crier un peu les retards qui ont quand même des conséquences fâcheuses par rapport à nos banques. Parce que nous sommes domiciliés dans les banques et souvent si nos salaires nous sont virés un peu avec du temps de retard, ça cause des problèmes. C'est juste ça. Maintenant, par rapport à la situation actuelle, c'est un problème de gestion interne. Parce que l'administrateur qui est là depuis 5 mois, nous lui avons donné largement le temps pour qu'on puisse s'asseoir et voir comment gérer l'entreprise. Et malheureusement, ces 2 mois, nous avons constaté qu'il a défalqué dans nos salaires des éléments variables qui sont liés à des prises en charge médicales, qui sont liés à des paiements de supplémentaires, de primes de panier, qui sont liés à des déplacements, des indemnités de congés et même les cotisations syndicales qui sont conventionnelles. Tout ça, il a défalqué des salaires. Ça fait presque 2 mois. Nous l'interpellons sur ce sujet. Il nous dit que bon voilà, il fallait voir ce qui en ont droit et ce qui n'en ont pas droit. Il faut gérer et voir comment accompagner la transition et mieux apaiser le climat social. Mais il faut se mettre au travail. Il faut venir travailler avec les gens. Nous sommes dans une entreprise qui a des structures organisationnelles. Les directions sont gérées par des hommes. La réaction de l'accusé, Kibili Touré, l'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire, il rejette en bloc toutes les accusations.
les salaires sont payés, mais ils parlent d'éléments variables de salaire. À part la branche exploitation, qui légitimement, eux, contrôlent l'aller et venue des trains, de GCO et de ces fixations des miniers, la grande majorité ou la grande partie de nos travailleurs, de nos activités sont à l'arrêt. Pourtant, dans ces services, on trouve des gens qui ordonnent des heures supplémentaires. Mais je vous laisse répondre. Malgré tout, j'ai fait le choix de me dire, bon, essayons de voir comment on gère les choses socialement, parce que aussi, c'est un peu une des qualités coutumières, en fait, c'est une méthodologie de gestion dans notre pays. C'est pas mauvais que de souvent chercher, peut-être qu'on voit la légalité, on voit le droit, mais de l'autre côté, bon, on se dit, gérons les gens de manière humaine. Et quand je me retourne, j'ai 46 millions de stocks d'éléments variables de salaire. 46 millions. Et qu'il y a des choses que la bonne foi, tout simplement, ne peut pas comprendre. Vous comprenez? Donc, je leur dis, mais d'abord, j'ai un stock de 46 millions à payer. D'abord, il faut qu'on arrête ces affaires-là. Quand il faut ordonner, c'est pas des chefs de service ou Pierre ou Paul qui distribuent les heures supplémentaires, c'est l'ordonnateur de dépenses que je suis et les services financiers qui sont en charge de la planification financière en termes de recettes et de dépenses, qui peuvent dire, bon, tel peut aller en congé à tel moment, tel autre, il faut attendre, parce que quand on va en congé, monsieur, il y a des incidences financières. L'incidence, elle est claire. La personne part avec le mois de salaire et 80% de salaire. Donc, quasiment 2 mois de salaire. Qu'ils vous disent à quel moment les salaires sont pas payés. Je le répète, à un moment donné, raconter des contre-vérités et diffamer les gens, ça devient du délit. Kibile Touré, les précisions de l'administrateur général de Dakar, Bamako Ferroviaire, des pêcheurs sénégalais refoulés de la Mauritanie à Soumbédioune, leurs camarades pêcheurs se solidarisent et fustigent cette décision des autorités mauritaniennes. Ils sollicitent une intervention des autorités. Reportage Abdoulaye Diop. Soumbédioune, une vingtaine de pirogues au quai. Certaines viennent juste d'accoster. Ici, des pêcheurs sénégalais rapatriés de la Mauritanie, beaucoup ne sont pas au courant, mais l'acte n'est pas du goût des pêcheurs, cela les rend même nerveux, à l'instar de Karim Touré. Moi qui vous parle actuellement, si on me donne le ciel et la terre, j'irai pas en Mauritanie parce qu'on ne peut pas travailler dans la souffrance, c'est impossible, donc mieux vaut rester chez soi. S'ils ne voient plus quelqu'un travailler pour eux, ils vont le regretter certainement. Pour cet homme, la cinquantaine assis sous l'ombre d'une case, les pêcheurs sénégalais doivent prendre leurs responsabilités et se limiter aux eaux sénégalaises. S'il y a des actes qui se répètent, moi je vais reculer avant que malheur n'arrive. Je prends mes précautions, car aller pêcher dans des eaux étrangères et à chaque fois on te rapatrie, ce n'est pas une bonne chose. Et il y a des choses, si on te le fait plus de 5 fois, tu dois prendre tes responsabilités et savoir que Dieu est partout. Face à cette situation, Daouda Gueye sollicite l'intervention de l'État. L'État qui doit nous aider parce que c'est très dur se lever un bon matin et se faire expulser. Ce n'est pas facile. Pour moi, l'État doit vraiment nous soutenir puisque nous sommes des... Depuis lundi dernier, le gouvernement mauritanien a pris la décision d'interdire ses côtes aux pêcheurs étrangers. Plus de 300 pêcheurs sénégalais sont déjà rapatriés. Une situation qui irrite certains pêcheurs de Soumbédioune. Ils attendent une réaction immédiate des autorités. 40 enfants de Kolda qui présentent des pathologies diverses ont été opérés par des médecins spécialistes. Les malades, la plupart issus de familles démunies, ont ainsi bénéficié du camp de chirurgie pédiatrique organisé dans le Fouladou. L'appel d'Abdoulaye Diallo. Pour un meilleur accès aux soins de santé à des personnes vulnérables, un camp de chirurgie pédiatrique a permis à une équipe de médecins spécialistes de mener des activités chirurgicales sur 40 enfants de Kolda atteints de pathologies diverses. Le professeur Gabriel Ngom, chef du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital d'enfants Albert Royer, et Mamadou Diouf, chef de projet à Ambref, étaient parmi eux. Nous avons travaillé dans de bonnes conditions. Donc nous avons opéré environ une quarantaine de patients qui présentaient des pathologies diverses, des pathologies urologiques, des pathologies pariétales, mais également des pathologies malformatives et osseuses. Dans le cadre d'un camp de traitement chirurgical des enfants de la région de Kolda, il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Capital Santé que nous mettons en œuvre au niveau de Kolda et qui est financé par la Fondation Cartier pour améliorer l'accès aux services de santé à ces populations qui sont très reculées. Ce camp de chirurgie pédiatrique a eu lieu à l'hôpital régional de Kolda. Khalifa Fallou Diop est le chef du service administratif et financier du hôpital. C'est la 5e édition donc du camp de chirurgie pédiatrique que Ambref organise en collaboration avec l'hôpital régional, mais
mais également et surtout en collaboration avec donc, la région médicale de Kolda. C'est un partenariat très important dans la mesure où il permet donc d'assurer une prise en charge des personnes défavorisées, les plus démunies. Appartenant à des familles démunies, les parents des enfants sollicitent le renouvellement de ce type d'offre de service car la demande est encore là. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Je vous l'annonçais en titre, Conseil interministériel sur les incendies au niveau des marchés. La rencontre se poursuit. En attendant de savoir ce qui sera issu des échanges, eh bien, nous nous sommes intéressés aux bouches d'incendie au niveau de ces lieux de commerce. À Guédiawaye, aucun des 14 marchés du département n'en dispose. Pire, les installations anarchiques et les branchements clandestins font légion dans plusieurs marchés. L'exemple au marché Boubès, le plus grand du département de Guédiawaye. Une mission de la protection civile qui a visité ce marché recommande d'ailleurs sa réhabilitation. Salif Sow. Au marché Boubès, bouche d'incendie, on ne connaît pas. Non, on n'a pas bouche d'incendie au marché. Visage renfrogné, Ibrahim Ba, 32 ans, debout derrière son comptoir, étale ses craintes. S'il y a incendie, on aura beaucoup de problèmes. Pour les sapeurs viennent ici, ça aura beaucoup de problèmes. Parce que les tables là... L'installation anarchique saute à l'œil du passant. Ici, ce sont de petits couloirs qui mènent aux marchands. L'espace est mal occupé, l'autorité ferme les yeux. En cela s'ajoutent les branchements clandestins. Les fils électriques ont fini de former toutes les figures géométriques. La protection civile a d'ailleurs recommandé la réhabilitation du lieu de commerce il y a déjà 2 ans. Babacar Ndiaye, délégué marché Bess. La protection civile avait fait un rapport au niveau de marché Bess en 2017 pour dire qu'on doit réhabiliter marché Bess. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. En attendant, le fatalisme mène la danse. Les commerçants ne sont pas intéressés par les assureurs. Non, je n'ai jamais assuré ça. Aussi, je n'ai jamais vu les gens qui assurent les magasins ou bien. Au marché, même c'est pas moi seul, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Ils ont fait beaucoup de millions dans leurs magasins. Aucun des 14 marchés de Guédiawaye n'est doté d'une bouche d'incendie. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. La desserte Rufisque-Keur Massar. Sur la route, plusieurs mini-cars, mais constat, au-delà du manque de confort, ces véhicules ne disposent pas d'extincteur. Du coup, en cas d'incendie, c'est la catastrophe. Rien n'est sauvé du véhicule. Récemment, un minicar qui a pris feu s'est totalement consumé. C'est que dénoncent clients et autres personnes rencontrées par notre correspondant Abdou Diouf Diagne. C'est ce que disent la plupart des chauffeurs rencontrés. Pourtant, nombreuses sont les voitures à Rufisque qui ne disposent pas de cet appareil qui lutte contre les incendies. Cela relève de la négligence. Selon Elazi Cissé, ce client a failli perdre la vie car la voiture de transport en commun qui le transportait a pris feu en cours de route. C'était une petite fuite au début. Un de ses camarades chauffeurs voulait l'aider, mais l'extincteur qu'il détenait ne fonctionnait pas. Quand les policiers leur demandent d'avoir des extincteurs, ils pensent que c'est pour les policiers. Chaque voiture doit avoir cet appareil qui ne coûte pas cher. Certains automobilistes minimisent la portée de l'extincteur. D'après l'adjudant Traoré, chef de garde de la 14e compagnie des sapeurs-pompiers de Rufisque. Je pense que les populations ne comprennent pas effectivement la portée de l'extincteur. L'extincteur joue un rôle très important. Vous avez vu, s'il y avait de l'extincteur, ils vont parvenir à éteindre leur début d'incendie. Donc, à défaut d'extincteur, c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand les pompiers arrivent, ils ne font que constater les dégâts. Baïdjili Fall, lui, relativise. Il fait partie des chauffeurs qui assurent la desserte Rufisque-Keur Massar. Il déclare qu'il vérifie tout le temps sa voiture. Les personnes sont différentes. Une personne normale doit vérifier sa voiture car elle peut avoir une panne à tout moment. Le chauffeur doit être en possession aussi de tous les accessoires nécessaires. Pour éviter ce genre d'accident, les populations demandent aux autorités compétentes de corser davantage le contrôle des voitures. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. 22h15, vous suivez le journal sur la radio Futur Média et je vous en remercie. RFM Soir. RFM Soir. Barthélémy Ngom. Le mouvement France Dégage qui lance sa campagne intitulée La défaite de l'indépendance. À quelques jours donc de la fête du 4 avril, une campagne qui vise à dénoncer les tares du Sénégal 60 ans après l'indépendance. Guy Marius Sagna et ses camarades estiment que notre pays n'est toujours pas indépendant. On l'écoute, Guy Marius Sagna. Au mois d'avril, que nous nous adressions aux citoyens sénégalais pour leur dire que ce que le président de la République va leur affirmer le 3 avril est un mensonge. La défaite de l'indépendance, c'est un ensemble d'activités.
nous vous inviterons à toutes ces activités, mais déjà, on peut vous dire qu'il y aura une caravane anti-impérialiste. Cette caravane va nous mener dans différents endroits, comme les marchés, les écoles, les universités, pour nous entretenir avec nos citoyens, élèves, étudiants et commerçants, pour leur dire que les problèmes auxquels ils sont confrontés sont dus au fait que nous ne sommes pas indépendants. Si aujourd'hui, il y a un enseignant pour 40 étudiants, au lieu d'un enseignant pour 25 étudiants, c'est parce que nos ressources sont pillées, nos ressources sont volées et il nous reste très peu au Sénégal pour satisfaire les besoins des populations en matière de santé, d'éducation, etc. Guy Marius Sagna au micro de Louana Polino. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce matin. Des élèves, professeurs de français à la FASTEF qui ont du mal à parler correctement leur langue de travail. Une enseignante se dit inquiète de la situation. Même des doctorants ont ce problème. La raison, selon André-Marie Diagne, c'est qu'on a totalement délaissé la langue. Elle est professeure à la FASTEF, membre du réseau des professeurs de français. Hier soir, par exemple, j'étais à une réunion et une collègue, une amie prof de droit, me demandait si j'étais prête à donner des cours de français aux doctorants qu'elle encadre parce qu'ils sont incapables de faire correctement leur mémoire. Donc c'est une réalité, mais je dis une langue est une réalité vivante. Le français ne peut pas empêcher le Wolof de se développer et d'être parlé dans tout le pays. C'est normal. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il faut que nous maîtrisions toutes les langues dont nous disposons, de façon à ce que quand nous parlons Wolof à la télé, à la radio, même celui qui n'est pas scolarisé nous comprenne. Si les 3/4 de nos mots sont en français alors que nous disons nous sommes sur une émission en Wolof, c'est quand même un peu embêtant. Donc ce que je veux dire, autant les enfants sont heureux de parler anglais, autant ils devraient être heureux de parler sérère, Wolof, portugais, espagnol, d'être compétents dans toutes les langues qu'ils utilisent. Parce que la langue est un moyen de communication entre les êtres humains, simplement. André-Marie Diagne a célébré donc avec des collègues la journée internationale de la francophonie en présence du professeur Ndiora Ndiaye. C'est elle d'ailleurs, Ndiora Ndiaye, l'invité de RFM Soir. Les OTT, Over the Top, ces services qui utilisent les appels notamment Skype, WhatsApp ou encore Facebook, entre autres, ont fait perdre à la Sonatel près d'une 20aine de milliards pour la seule année 2018. Sékou Dramé, le directeur général du groupe Sonatel qui voit son chiffre d'affaires baisser, demande à ce qu'on arrête ce phénomène. Il est avec Joe Maroun. En 2018, sur 100 minutes d'appels, 100 minutes reçues au Sénégal, on en a eu moins de 30, 27 plus précisément, qui sont arrivés par nos réseaux. Tout le reste est arrivé par de la voie sur IP sur ces OTT. Et l'impact que nous estimons est de l'ordre d'une 20aine de milliards sur notre chiffre d'affaires au Sénégal lié à ce phénomène-là. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces acteurs génèrent quand même du chiffre d'affaires parce que nous sommes tous sur les plateformes, ils tirent des revenus publicitaires, mais pour délivrer ce service qu'ils donnent, aujourd'hui, ils contribuent pour 0 francs dans la construction des infrastructures. C'est quand même quelque chose, je pense, qui doit nous interpeller tous. Est-ce qu'on peut avoir un modèle où des gens construisent et puis des autres... En Wolof, on a un proverbe qui parle de ça, Golobey Baboundoundé. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et voilà. Je ne sais pas si c'est la taxation ou payer qui est un truc, mais ce modèle n'est pas viable. On ne peut pas avoir un modèle où un acteur investit et d'autres surfent sur cet investissement pour en tirer des revenus au détriment de l'acteur qui investit. C'est un modèle qui n'est pas pérenne. Nous, notre réponse actuelle, on répond déjà sur le service, parce qu'il faut reconnaître qu'au final, si au-delà de la gratuité, il y a un service qui est proposé, et donc nous travaillons déjà sur cet axe pour délivrer des services incomparables à nos clients, donc les fidéliser et combattre au niveau des décideurs. Sékou Dramé, le directeur général du groupe Sonatel, il a tenu ses propos cet après-midi lors de Pentium Sonatel. Il s'agit d'une rencontre d'échange entre les acteurs des TIC. Horizon sans frontières, une ONG qui milite en faveur des migrants. Son président, Boubacar Seye, vous l'avez peut-être entendu lors de nos précédentes éditions, il accuse l'État du Sénégal de ne pas assister nos compatriotes expatriés. Réaction du directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kaba, d'y n'accorder aucune importance à ces accusations. Horizon sans frontières demande un ministère chargé des migrations internationales. Mais pour Sori Kaba, c'est juste un clin d'œil au chef de l'État. Au
Horizon Sans Frontières n'est pas une ONG à qui j'accorde du crédit ou de l'importance. Parce que je considère que pour être ministre des Sénégalais de l'extérieur ou bien être ambassadeur itinérant auprès du président de la République, il y a autre manière d'y prétendre que d'avoir la critique facile. Je souhaite que le débat se pose au cas par cas. Le premier principe, quand le président de la République va en voyage dans un pays étranger, c'est de recevoir la communauté sénégalaise, discuter avec elle, identifier les problèmes et donner les instructions qui suivent. Lui-même est dans l'assistance, lui-même est dans la protection, lui-même est dans la gouvernance des Sénégalais de l'extérieur par rapport à leurs problèmes. J'ai l'habitude de dire que nous sortons aujourd'hui du cadre de l'assistance et nous sommes dans la gouvernance. Parce que l'assistance est une chose imprévisible. Mais quand on est dans la gouvernance, on est dans la prévision. C'est dans cette perspective-là que nous sommes aujourd'hui au sein du ministère des Affaires étrangères, recevant au quotidien les instructions du président de la République pour qu'à chaque fois qu'un Sénégalais est dans des difficultés, que le consulat ou l'ambassade lui apporte toute l'assistance requise. Ça peut aller jusqu'à supporter les honoraires d'un avocat, ça peut aller jusqu'à la mise en place d'un comité de crise avec l'association des Sénégalais, avec la famille qui est victime, avec un avocat qui est commis par l'État, aux frais de l'État, toujours pour apporter l'assistance judiciaire nécessaire à ce dernier-là. Je donne un exemple très simple. Seul le Sénégal produit ses passeports à l'étranger. Nous avons aujourd'hui 8 centres de production de passeports à travers le monde. Si on avait suffisamment de moyens, on allait ouvrir autant de centres de production de passeports partout où il y a un Sénégalais qui réside. Sori Kaba, le directeur des Sénégalais de l'extérieur. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous l'annonçais en titre, le conte. Un récit de faits d'aventure imaginaires, histoire fausse ou invraisemblable. Célébré donc ce mercredi, nous avons donné la parole à des parents. Tous sont unanimes sur le fait que le conte éveille l'enfant, mais hic selon les élèves et qu'il n'est pas bien enseigné à l'école. Un reportage de Oumar Mbou. À l'entrée du complexe éducatif Mamel Denengo Semad, les élèves sortent des lieux par groupe et se taquinent. À la question, le conte vous inspire quelque chose? Voici leur réponse. Oui, en Wolof. Nafi Niang, élève en classe de terminale, essaie même de le définir. Un conte, c'est un genre littéraire où on raconte par exemple des tragédies que les personnes ont vécues. Cette élève en série L2, Tiani Diouf, trouvée dans le bureau du directeur, dit avoir la chance d'avoir une grand-mère qui lui raconte des contes. Elle semble bien les retenir. Kumba Amoundai, Kumba Amoulbaï et les histoires les deux mamelles. Kumba, je crois bien, qui était au phare et qui a assisté à la danse des djinns. Et donc du coup, elle avait aussi sa coépouse à la maison qui elle aussi, après avoir entendu l'histoire des djinns, est allée reposer sa bosse chez les danseuses. Donc du coup, une danseuse lui a confié les 2 bosses. Quand elle a fondu en larmes, elle est partie à la mer et les 2 bosses se sont glissées. Cette septuagénaire, écharpe autour du cou, chapelet à la main, elle vient de terminer sa prière. Elle décline l'importance du conte et le compare à l'internet. Les contes servent à éveiller les enfants. Les plus intelligents vont retenir beaucoup de choses et vont à leur tour transmettre à leurs enfants. Mais maintenant, Internet a tout gâché. Les enfants y sont 7 jours sur 7. Ils n'ont le temps de rien. Et c'est malheureux. En ce 21e siècle, la nouvelle génération accorde la plupart du temps aux réseaux sociaux, comme dire que les contes ne sont plus d'actualité. Youssouf Boyan, tu connais bien le conte? Effectivement. Comme il a dit, il y a d'autres moyens de distraction qui occupent plus les jeunes. Absolument, l'Internet en fait partie. RFM Sport. Du football, Youssouf Boyan, nous parlons d'abord des éliminatoires de la CAN des moins de 23, des moins de 23 ans, le Sénégal qui perd son match aller. C'était cet après-midi à Conakry où la Guinée s'est imposée par 2-1. Ils ont ouvert le score par Jules Keita, joueur de Dijon, sur penalty à la 34e minute après qu'un défenseur sénégalais a touché la balle avec son bras. Ibrahim Ndiaye, qui joue en Égypte, ancien joueur du Jaraaf, a égalisé pour le Sénégal à la 40e minute. La Guinée va marquer le second but à la 48e minute de jeu par Morlaye Sylla, qui profite d'une balle de corner boxée par le gardien Lamine Sarr. 2-1, score final en faveur de la Guinée, mais le but marqué à l'extérieur est une bonne chose de l'avis de Tassirou Diallo, qui estime que les espoirs sénégalais devraient être plus efficaces au match retour à Thiès.
Il est joint par Oumar Mbou. J'ai vu que l'équipe vraiment s'est très bien comportée parce que il faut dire que on a joué à l'extérieur, on a été battu 2-1, que l'équipe a créé pas mal d'occasions. On a vu aussi que ça manquait que l'efficacité devant. Je crois que si le coach Joseph Koto va revoir son groupe, il pourra tout faire pour pouvoir gagner le match retour. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'on a marqué un but à l'extérieur et ça aussi c'est bon. Dans la tête des joueurs, je crois qu'au match retour, on va tout faire pour s'en sortir. On a raté pas mal d'occasions en deuxième période. Effectivement, Tassirou Diallo, le match retour est prévu au stade Lat Dior de Thiès dimanche prochain. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifie pour la CAN U23, prévue en Égypte du 8 au 22 novembre 2019. L'équipe nationale A du Sénégal sera aussi en Égypte pour disputer la CAN l'été prochain. Sa troisième séance d'entraînement au stade Lat Dior, c'était cet après-midi, en début de soirée plutôt. Une séance à huis clos, ce sera idem pour celle de demain jeudi. Ensuite, il y aura la séance de veille de match vendredi, séance ouverte au public à Saly, suivie d'une conférence de presse. Sénégal-Madagascar, c'est samedi prochain à 19h au stade Lat Dior de Thiès à suivre sur RFM. Sur RFM, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal de football qui ont démarré. Jambar, club de Ligue 2, qui est allé éliminer à Ziguinchor le Casa Sport, score final 2-5. Les Ziguinchorois sont revenus au score après être menés 2-0. Après prolongation, les académiciens ont marqué 3 buts de plus, ce qui fait donc un score final de 2-5 en faveur de Jambar qui se qualifie pour les 8e de finale. Le Port autonome de Dakar, club de Ligue 2, a été sorti par l'Académie Darussalam qui évolue en division régionale, vainqueur 4-0. Ce qui n'est pas un exploit selon l'entraîneur de ce club amateur, Chérif Cherna Diop, interrogé par Abdoulaye Diouf à Rufisque. C'est un très bon résultat par rapport à une équipe de Ligue 2. Mais connaissant Darussalam, ce n'est pas trop un exploit, vu qu'on présente des joueurs internationaux dans le groupe, des joueurs avec les U23, des joueurs avec les U20 et des joueurs avec les U17. Donc c'est un bon résultat pour la confiance, mais pour tous nos matchs de Coupe du Sénégal, on les a gagnés avec un score assez large. C'est parce que le groupe est constitué que des juniors. Donc c'est un groupe qui ne présente que des juniors. Donc ils enchaînent les matchs de Coupe du Sénégal en junior et en senior. Donc en ce moment, ils sont à peu près à une dizaine de matchs. Donc c'est pour ça qu'ils sont déjà en jambes. Cette saison, l'objectif premier qu'on a, c'est plutôt de faire un bon résultat dans les coupes et aussi de viser la montée pour la nationale. Chérif Diop, Cherna Diop, qui est donc l'entraîneur de l'Académie Darussalam, qui a donc éliminé le Port autonome de Dakar 4-0, score final. Les autres résultats de ces 16e de finale de la Coupe du Sénégal de football: la Sonacos battue à Kaolack par Génération Foot 0-1. Dakar Sacré-Cœur qui bat Stade de Mbour 2-1. L'US Ouakam éliminé par le Ndiambour de Louga 1-0 après prolongation. Teungueth FC qui sort Demba Diop de Mbour, club de national, par 1-0. US Cambérène battu à domicile par l'US Gorée 1-0. Nguélémou, un club de Kaffrine, battu à domicile également par Walidan de Thiès 2-0. HLM de Dakar qui sort EJ Fatick 2-1 pour le club de Dakar. La suite des 16e de finale de la Coupe du Sénégal de football. Demain, jeudi, Barthélémy. En Ligue des champions africaine, Youssouf, on connaît les affiches des quarts de finale. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi. Le Orea AC de la Guinée, club du gardien international sénégalais Khadim Ndiaye, va affronter le Wydad Athletic Club de Casablanca, où Moussa Ndao, notre ancien international sénégalais, est coach adjoint. Les autres affiches: Simba de Tanzanie qui joue le tout-puissant Mazembe de la RDC. Les Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud défient Al Ahly d'Égypte, recordman donc dans cette compétition. CS Constantinois de l'Algérie qui joue l'Espérance de Tunis, club de la Tunisie. Les matchs allés des quarts de finale de la Ligue des champions africaine se jouent les 5 et 6 avril. Les matchs retour les 24 et 25 mai prochains. Karaté pour terminer, les combattants sénégalais prêts pour les championnats d'Afrique de la zone 2. L'équipe nationale du Sénégal donc est en pleine préparation. La compétition se dispute le week-end prochain à Dakar.
Avec la participation de combattants venus de 8 pays de la zone 2, le Sénégal sera donc représenté par 39 combattants, cadets, juniors et espoirs. Mamadou Diagne est allé les voir à leur lieu de regroupement. Après des jours de regroupement externe, les 39 combattants sénégalais ont déposé depuis mardi leurs bagages au club Yukakai. Ici, c'est le calme plat. Un lieu choisi par les autorités pour mettre les jeunes combattants dans les conditions de performance. Madiaougay, un des coachs. Ça se passe très bien. Comme à l'accoutumée, la fédération s'est toujours battue, faire de sorte que s'occuper de ses athlètes et des coachs et faire le maximum, aussi boosté par l'État. Selon lui, le Sénégal reste la seule équipe à battre dans ce championnat, raison pour laquelle Madiaougay estime que la tâche ne sera pas facile. On a réussi toujours là où c'est difficile. On n'aime pas la facilité. Dans les arts martiaux, il n'y a rien de facile. C'est à travers des difficultés qu'on a toujours gagné. Pensionnaire du dojo de Nyari-Tali, Khadim Ngom, combattant en comité pour les catégories espoirs, se dit conscient des attentes. La compétition a une ampleur. On se prépare pour les chemins d'Afrique, les chemins de mort, par les médailles. On représentera, Inch'Allah, le Sénégal. Même son de cloche pour Omar Diop du dojo de sauvegarde Karate Club de Guédiawaye et combattant en catégorie espoir de Qatar. Ouais, l'objectif qu'on s'est fixé nous tous, et les communes en fait, c'est de remporter la médaille d'or dans toutes les catégories. On ne doit pas perdre une seule finale. Inch'Allah, si nous sommes en finale, on ne doit pas perdre les finales. On doit remporter toutes les catégories. Et ça, je pense que tous les combattants en sont conscients. Une compétition qui sera, selon leur coach, un test pour ces jeunes en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022. La compétition, donc, c'est le week-end prochain, mais les stages ont démarré ce mercredi. Barthélémy à Dakar. Merci beaucoup. Merci Youssouf Bodian. Le tour du web sur RFM. Ouri Diallo. Crise d'hystérie à Salémata, Guinée Maïmouna refait surface. À Salémata, dans la région de Kédougou, des établissements du moyen et du secondaire ont été secoués ce matin par des crises d'hystérie ou phénomène Guinée Maïmouna. Sénéweb.com reprend RFM et parle d'au moins 15 filles évacuées au centre de santé du département. Conséquence, plusieurs établissements à Salémata ont interrompu les cours. À la une de IGFM.sn, l'État corse les conditions de visite de Khalifa Sall. La mesure date du 11 février, mais c'est seulement hier mardi qu'elle a été portée à la connaissance du public par le coordinateur des juges de l'application des peines. Désormais, toute personne qui voudrait rendre visite à l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, devra d'abord satisfaire ces 3 obligations: faire une demande adressée au coordinateur des juges de l'application des peines, préciser l'objet de la visite et se présenter physiquement. Dans une note reprise par IGFM.sn, le coordinateur des juges informe que les dépôts des permis de visite ont lieu les lundis et les mardis, et les retraits se font les jeudis et les vendredis. Le magistrat précise enfin qu'aucune dérogation n'est admise. Toujours sur ces nouvelles conditions pour rendre visite à l'ex-maire de Dakar, Sénéweb.com donne la parole au patron de Amnesty International Sénégal. Seydi Gassama avertit, c'est une mesure discriminatoire. Khalifa n'est ni un terroriste ni un caïd. Une leçon de conduite au président de la République. En tout cas, c'est tout comme. En effet, CNews Premium parle de clientélisme politique et titre à sa une: Macky Sall prenait une décision contre ses institutions pour l'histoire. L'auteur de l'article estime que le président Macky Sall doit être assez courageux et supprimer les institutions qui, selon lui, engloutissent les milliards du contribuable sénégalais. L'intégralité de l'article est réservée aux abonnés de CNews Premium. Horreur, Italie, un Sénégalais met le feu à un bus d'enfants. Vidéo à voir sur Sénéweb. Selon un site d'information cité par Sénéweb, le Sénégalais de 47 ans aurait voulu venger les nombreux morts de la mer Méditerranée. Précision, personne n'a été tué parmi les enfants parce que tout simplement l'auteur de l'incendie, le Sénégalais, a d'abord fait descendre les 51 élèves du bus avant d'y mettre le feu. Côte d'Ivoire, voafrique.com titre: naissance d'un mouvement pro-Duncan pour la réconciliation. Ce mouvement dénommé Atung a été constitué ce mercredi pour éviter une seconde crise post-électorale à la présidentielle de 2020. Atung est considéré comme un mouvement très proche de l'ancien Premier ministre et actuel vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan. Sport et football pour terminer. Guinée 2, Sénégal 1. L'équipe nationale des moins de 23 ans a été battue par celle de la Guinée cet après-midi. Sur Wii Sport, le coach sénégalais analyse en attendant la manche retour. Joseph Koto dit: on a perdu à Conakry, mais
C'est tout pour Tour du Web de ce soir. Merci pour l'attention. Merci, Wuri Diallo, Yonotol. Bonsoir, Mamoudou Amar Ndione. Bonsoir et bienvenue. Faciliter et encourager le partage des bonnes pratiques entre organisations de producteurs, c'est le but visé par la caravane d'apprentissage pilotée par le FNDASP, le Fonds national de développement agro-silvopastoral. Première étape, Dondou, dans la commune de Bokidjawe, région de Matam. Ici, c'est le SRI qui est pratiqué, le système de riziculture intensif. Mamadou Siressal, surnommé Daïsal, superviseur de l'association Kawal, Ngenar et Bosséa, AKNB. Ici, là, on est à Dondou, on a que 38,5 hectares. Voilà. Ici à Dondou. Mais dans le village de Dondou, on a 10 périmètres ici qui tournent autour de 300 et quelques, 318 hectares. Et c'est géré par qui? C'est géré par les villageois eux-mêmes, qui sont regroupés par des ménages. Chaque ménage, là on est Dondou 2, on a 39 ménages sur les 38,5 hectares. Vous pratiquez quelle technologie? Bon, actuellement, on pratique la technologie SRI, système risicole instinctif. Avant, on faisait système classique. Mais actuellement, les producteurs, vis-à-vis le rendement des SRI, tout le monde se retrouvait pour utiliser le système risicole instinctif. Et qu'est-ce que ça donne exactement? Ça nous donne vraiment une très grande satisfaction, surtout au niveau de notre rendement. Le coût est moins cher, encore un rendement élevé par rapport à avant. Avant, vous aviez combien à l'hectare et maintenant? Avant, le rendement se tournait autour de 5 à 6 tonnes par hectare avant. Actuellement, bon, le rendement tourne autour de 10 à 12 tonnes par hectare si toutes les conditions sont réunies. À Ndouloumadji, village de la commune de Nabadji-Sivol, arrondissement de Ogo, département de Matam, les producteurs ont aménagé 30 hectares pour la culture de plusieurs spéculations. Aïssatouli, gérante de la SIPA de Ndouloumadji. La SIPA, c'est la société d'intensification de la production agricole. On produit ici de la pomme de terre, de l'oignon, de l'arachide, du gombo, de la pastèque, du niébé, presque tout. Combien de personnes travaillent ici? La société compte 150 personnes au total, 75 hommes et 75 femmes. Et combien avez-vous vendu ces dernières années? L'année dernière, par exemple, la production s'élevait à combien? Pour l'année dernière, pour la campagne de pommes de terre, on avait vendu 18 millions de francs CFA pour les 10 hectares. Les 11 millions, c'était destiné aux frais. Et les 7 millions, c'était un bénéfice. Ça, c'est pour l'année dernière. Cette année-ci, je n'ai pas encore fait le bilan. Je viens juste de récolter, je n'ai même pas fini. Qu'est-ce qui est attendu de cette caravane d'apprentissage? La réponse avec Malik Lo, le responsable de la communication du FNDASP, le Fonds national de développement agro-silvopastoral. Le tout s'inscrit dans le cadre d'un don financé par le FIDA au FNDASP. Il s'agit en fait pour ce don de renforcer le partage et d'élargir les meilleures pratiques. Parce que tout part du constat que les projets interviennent en général, où les organisations de producteurs elles-mêmes ont au niveau local développé des pratiques qui sont assez intéressantes, mais qui le plus souvent, on le constate, restent à l'échelle locale. Au-delà même des pratiques culturelles, ça c'est important, il y a des aspects, on l'a vu aujourd'hui par exemple, le système de riziculture intensif. Certains producteurs, maintenant certainement que tout est à contextualiser, mais il faut dire que déjà ce qu'on a constaté aujourd'hui sur le terrain avec le système de riziculture intensif, les sociétés d'intensification de la production agricole, c'est que déjà les échanges sont en train de se développer entre les participants de cette caravane-là. Même si je le dis encore une fois, les réalités sont différentes d'une zone à l'autre, mais ne serait-ce que du point de vue connaissance, du point de vue organisation, mode de gestion et de fonctionnement, on pense que déjà, on n'a fait qu'un jour sur 9, mais on voit déjà les bénéfices qui commencent à ressortir de ce travail-là. Un échange de bonnes pratiques qui implique plusieurs projets. Le don a été financé par le FIDA qui a eu à financer pour l'État du Sénégal des projets comme le PRODAM, c'est le projet de développement agricole de Matam, qui a fini ses activités avec le FIDA. Il y a le PADAER dans la région de Tambacounda, Kolda, Kédougou, et il y a le PAFA Extension dans la zone de Kaolack, Kaffrine, Louga jusqu'à Diourbel. Il y a d'autres projets financés par d'autres bailleurs de fonds. Ça, c'est la particularité aussi du projet. Je veux parler du PASA Lumakaf
le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine. Je veux parler aussi du PDRS qui émane du PAPIL. Merci à Malik Lo, responsable de la communication du FNDASP, Mamadou Siressal, superviseur de l'association Kawal Genar et Bossea, à Aïssatouli, gérante de la CIPA de Nouloumadji, et à Amadindiaï pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonoutol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers son programme national de lutte contre la tuberculose, vous offre votre émission Bonne Santé. Le malade de la tuberculose qui suit son traitement n'est plus contagieux au bout de 15 jours. C'est un devoir pour toute la famille de l'accompagner et de le soutenir jusqu'à la guérison. Soutenir un malade de la tuberculose, c'est protéger sa famille et sa communauté. Bonne santé à Wambaï sur la consommation du tabac. Bienvenue. L'usage du tabac a de nombreuses conséquences sur la santé bucco-dentaire. Chez les fumeurs chroniques, on note une coloration des dents. Elles deviennent de moins en moins blanches au fil des années. Quelquefois aussi, on peut noter une mauvaise haleine. Le tabac rend fragile aussi la gencive, c'est-à-dire les tissus qui soutiennent les dents et qui peuvent être malades à cause des nombreuses bactéries envoyées par la fumée de la cigarette et jugées très agressives. Donc, le tabac peut créer des maladies parodontales chez le sujet fumeur et cela peut même entraîner une perte de la dent. Et la conséquence la plus sérieuse, c'est le cancer de la cavité buccale qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire, donc difficile. En somme, retenons qu'une bonne hygiène bucco-dentaire au quotidien est essentielle pour l'état général et la qualité de vie de l'individu. Et le tabac est considéré comme un ennemi de la dent, disons, de tout l'organisme. Merci à tous et prenez bien soin de vous. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers son programme national de lutte contre la tuberculose, vous a offert votre émission Bonne Santé. La tuberculose se transmet à travers les gouttelettes émises par le malade lorsqu'il tousse ou éternue. Pour protéger la communauté, il faut se couvrir la bouche chaque fois qu'on tousse ou éternue, aérer et ensoleiller les chambres et locaux chaque matin, se rendre à la structure de santé devant une toux de plus de 15 jours. La tuberculose se guérit, les médicaments sont disponibles et gratuits dans toutes les structures de santé. RFM, l'invité. Question, Abdou Diouf Junior. Réponse, Ndioro Ndiaye. Entretien sur la francophonie et la migration. Madame Ndioro Ndiaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes odontostomatologiste, plusieurs fois ministre sous Abdou Diouf, ministre conseiller auprès du président Macky Sall, ancienne directeur générale adjointe de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Nous parlons de la francophonie, c'est la journée internationale de la francophonie. La francophonie, ce n'est plus que le français, il y a la diplomatie, l'économie, etc. pour s'accrocher et continuer à exister puisque le français perd du terrain. Mais aujourd'hui, vous avez choisi de parler aux élèves du lycée Thierno Seydou Nourou Tall de la francophonie, l'égalité femmes-hommes en français, s'il vous plaît. Comment la francophonie peut-elle contribuer à lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes? Oui, la francophonie est un bouillon de culture. La francophonie est une communauté internationale qui partage des valeurs culturelles, des valeurs éducatives, des valeurs de vie, y compris l'utilisation de la langue française que nous partageons. Donc la francophonie peut effectivement aider à résorber un certain nombre d'inéquités qui existent entre les hommes et les femmes en investissant, en banquant sur nos systèmes d'éducation, nos programmes d'éducation, en mettant en œuvre la nouvelle stratégie que ces pays membres viennent d'adopter à Yerevan, cette stratégie qui voudrait que ce soit dans les arts, dans les lettres, que ce soit dans le milieu scientifique, dans l'éducation, dans la recherche, mais également dans la diplomatie, dans la coopération internationale, que les questions d'égalité femmes-hommes soient incluses dans les débats. Vous avez parlé des programmes d'enseignement du français dans nos écoles. Le constat, c'est qu'il y a même des étudiants du 3e cycle qui ont du mal à s'exprimer en français. Ça aussi, c'est un problème. Comment régler ce problème, justement?
c'est par l'éducation, encore une fois. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut constater les manquements qu'il y a, comment nos jeunes s'expriment mal en français et les aider à revenir sur ces fondamentaux-là et à les appliquer, à parler correctement français, à écrire correctement français, à s'exprimer avec leur entourage dans la langue française. Et ça, cela manque. Il y a une telle lassitude. Je crois qu'ils sont même... C'est des gens qui sont fainéants, tout simplement. Ceux qui parlent français sont effectivement fainéants. Ça devient plus grave, Madame la Ministre, quand même il s'agit d'étudiants, des élèves professeurs quand même de FASTEF. Mais on en voit tous les jours. Je vois il y a des amis qui remettent sur le tapis cette question de la correction de leurs collègues hommes enseignants qui ne s'expriment pas en français, qui se laissent aller. Vous savez, c'est pas seulement la question de la langue. Ce constat que vous avez fait se répercute et dans leur port, et dans leur habit, et dans leur manière d'être. C'est un laisser-aller incroyable qu'on a constaté ces 20 dernières années dans les pays francophones pour ce qui est du comportement et des attitudes des uns et des autres. Même la question du civisme se pose dans les pays francophones parce que les gens ne se respectent pas, ne respectent rien. Tout va à l'eau. Moi, je pense que ce n'est pas gratuit que la francophonie se redresse et veille, coûte que coûte, reprendre la barre et dire attention, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses... Surtout ça, on y reviendra. Surtout ça, on y reviendra tout de suite. C'est pour ça que la secrétaire générale a dit qu'il faut que tout le monde fasse l'effort. Ce qu'on fait dans nos communications, ce qu'on met dans nos communications scientifiques, qu'on l'écrive en anglais ou en mauvais français, si on fait l'effort, on peut l'écrire en bon français. Si on publie, si on communique, si on fait une dissertation, on peut faire l'effort d'écrire en bon français et de se faire comprendre. L'anglais justement, Madame la Ministre, qui s'invite dans nos écoles primaires, n'est-ce pas une autre menace? Non, du tout. Il faut les deux. Et même d'autres langues. Mais il faut que chaque langue soit perçue, qu'elle soit apprise, qu'elle soit acceptée, appréhendée, assimilée correctement. Pas à moitié. Comme on commence une phrase en français, on la termine en anglais, comme pour dire aux gens, débrouillez-vous, vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors, c'est ça qu'on souhaite que ça cesse en francophonie. On veut que la francophonie, la langue française, vous avez écouté la secrétaire générale tout à l'heure, mais elle n'est pas seule à penser cela. La langue française peut très bien se décliner dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, dans la diplomatie, dans la coopération internationale. Et il faut arrêter de s'excuser de ne pas parler anglais dans un milieu où on dialogue au plan international. La francophonie qui veut peut-être s'accrocher en ouvrant ses portes à la diplomatie, à l'économie, à la culture de façon générale, c'est une façon de s'accrocher, non? Mais elle y est déjà, mais seulement ça a un prix. Tout cela, être présent dans ces milieux et être considéré comme on souhaite l'être, ne pas compter pour une présence, mais peser de tout son poids, que les gens tiennent compte de ce que vous dites. Les gens aussi vous écoutent et tiennent compte de ce que vous dites, c'est extrêmement important. Mais pour que la francophonie en arrive à ce niveau-là, il faut qu'elle y paye le prix. Il faut qu'elle investisse non seulement dans des ressources humaines, créer un capital humain formé correctement et susceptible de défendre la langue française partout où cela se doit, investir dans les écoles de formation parce qu'il n'y a que dans le milieu de la connaissance qu'on peut changer les choses. L'éducation. C'est ce qu'il faut et ça a un coût et il faut que la francophonie le paye. On a vu que le Rwanda, un pays qui a choisi de faire de l'anglais sa langue officielle, on lui a fait l'honneur quand même de diriger la francophonie. Ils ont aussi le prix découverte RFI, le talon d'or de Yenenga, entre autres. Est-ce une façon un peu de... Je pense que le Rwanda est un pays comme un autre qui a été un membre actif de la francophonie quand nous étions jeunes, qui a pour un moment vu ses intérêts dans le monde anglo-saxon et qui a adopté l'anglais comme langue qui vient avant le français. C'est un pays comme un autre qui se bat et qui fait des performances. Là, ça au moins, on peut le reconnaître. Ils font des performances et dans tous les domaines de la vie. On a beaucoup de choses à dire sur la francophonie avec Madame Dioro Ndiaye, plusieurs fois ministre, ancienne directrice générale adjointe de l'Organisation internationale des migrations.
parlons justement des migrations. Est-ce que la francophonie peut être une solution contre la migration? La francophonie n'est pas une solution pour la migration. Par contre, la francophonie peut discuter de migration. La migration, elle se gère. Et au sein de l'espace francophone, géré par l'OIF, il y a des pays d'accueil, des pays de transit et des pays de départ, comme dans n'importe quel autre cosmos. Et ce qu'il faut pour la francophonie, et je crois savoir que la secrétaire générale est décidée à suggérer cela à ses États membres. Maintenant, la décision incombera à ses gouvernements et États membres pour voir comment on peut discuter au plan politique et au plan stratégique des phénomènes migratoires. Comment la gestion de la migration, la gouvernance de la migration dans l'espace francophone peut être structurée, peut être animée et mise en œuvre par les différents pays qui se partagent cet espace linguistique. Justement, parce qu'il y a des pays de départ qui sont dans l'OIF, des pays d'accueil aussi qui y sont, ça peut se discuter à l'interne. Est-ce que les États africains surtout au sud du Sahara, compte tenu bien sûr de leur situation économique, sont capables aujourd'hui de gérer seuls cette situation? Non. Comme les pays du Nord qui sont aussi dans la francophonie ne sont pas capables de gérer seuls cette situation-là. Aucun pays n'est capable de gérer seul la migration tant que ce pays-là n'a pas de vis-à-vis, parce que les migrants partent de quelque part et viennent quelque part. Donc il faut que des dialogues, des cadres de dialogue s'instaurent, des mécanismes de travail que l'on appelle en général des processus de consultation régionaux, et nous permettent de mettre ensemble des pays qui ont des convergences de vues dans la gestion de la migration avec d'autres pays qui n'ont pas les mêmes opinions, les mêmes idées que le premier groupe, et qu'ils se mettent ensemble et qu'ils trouvent une solution. La migration, elle se négocie. Les migrants partiront toujours des pays à faible PIB vers les pays à plus fort PIB, parce qu'ils vont chercher de la ressource et ils y vont pour s'installer et trouver un meilleur être. Madame la ministre, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire qui a préféré une politique d'augmentation des ressources économiques par la mise en valeur des richesses agricoles, et il paraît que cela apporte ses fruits. Peut-on ou doit-on faire pareil au Sénégal? Mais moi je pense que c'est le Sénégal qui aurait pu être donné comme exemple. En ce moment, le Sénégal fait tout ce qui est possible pour mettre à disposition des ressources, pour créer des ressources qui peuvent être valables au plan communautaire, mais créer des ressources aussi dont les individus peuvent bénéficier. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour trouver un exemple. Mon pays me suffit. C'est vrai que le Sénégal fait des progrès dans ce sens, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi donner l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a basé sa stratégie sur les produits locaux, la valorisation des produits locaux? Ici aussi, je vous le dis, mais parce que soit vous ne suivez pas, soit vous ne voulez pas voir, mais il y a énormément un engouement extraordinaire, un grand mouvement de création de produits dans toute la chaîne de valeur des produits agricoles. Il y a une création systématique de plus-value dont les populations profitent. Mais partout, regardez le monde agricole, l'agriculture, regardez l'horticulture, mais l'artisanat, regardez le milieu des services. C'est peut-être une stratégie qui ne marche pas, parce que quand même les lieux de départ au Sénégal, les zones de départ, ce sont des zones agricoles justement. Oui, mais c'est qu'on travaille sur une personne humaine, sur les personnes humaines, monsieur. Moi, quand on me dit qu'il y a une stratégie et qu'elle ne marche pas, je pose toujours la question, pendant combien de temps vous avez testé la stratégie? Parce qu'on parle sur des gens, on travaille sur des gens qui ont une durée de vie. Et il faut pouvoir évaluer les impacts que les différents produits que l'on essaie, les différents programmes et les différents projets qui sont en cours, le temps de les évaluer et d'évaluer l'impact qu'ils ont sur la ressource humaine. Ça demande du temps. Vous avez eu moins de 10 ans pour évaluer ce que le président Macky Sall a fait sur les populations. Et encore, même cette évaluation-là, il y a des endroits où cette évaluation est parlante. Nous parlons pourtant francophonie avec Madame Ndioro Ndiaye. La dernière question, je vais essayer de vous taquiner. Je vous ai entendu tout à l'heure
parlé aux jeunes de cette école, du lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Je vous ai entendu leur dire, la francophonie, le français de demain, c'est vous. Comment peut-on dire à des jeunes Sénégalais que l'avenir du français, c'est vous? Mais parce qu'ils sont plus nombreux, c'est la majorité. Et l'avenir du français, c'est eux, dans la mesure où ils vont avoir la qualité, ils vont vers la qualité. Des jeunes Sénégalais quand même, hein? Sénégalais comme Africains, comme d'autres pays. C'est la jeunesse, c'est la tranche d'âge dans laquelle il faut investir si on veut que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi pas le Wolof? Mais pourquoi pas les autres? Il s'agit du français aujourd'hui, mais rien n'empêche que le Wolof aussi évolue comme cela. Mais il faut savoir que vous avez un capital à formater, un capital humain d'extrême qualité que nous avons en nos gosses, à nos jeunes, et que ce soit filles ou garçons d'ailleurs. Il faut savoir que l'avenir de ce pays, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du monde repose sur ces ressources humaines de cette nature-là, parce qu'on peut y investir au fur et à mesure qu'elle marche, cette ressource humaine, elle marche, et au bout du compte, on a le profil que l'on veut pour le développement que l'on espère. C'était Madame Dioro Ndiaye, odontostomatologiste, plusieurs fois ministre sous Abdou Diouf, ministre conseiller auprès du président Macky Sall, ancienne directeur général adjoint de l'OIM. Vous avez été notre invité dans RFM Soir. Merci. Merci à Abdou Diouf Junior, merci également à notre invité. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal. Voici les quelques informations à retenir. Affaire de l'enseignant Henri Ndiaye. La présumée meurtrière et les 3 autres individus ont fait l'objet d'un retour de parquet. Ils retournent devant le procureur de Diourbel demain. Sit-in des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire, ils dénoncent des retards de salaire et une mauvaise gestion de l'entreprise. Au box des accusés, Kibili Touré, l'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire, il plaide non coupable et rejette en bloc toutes les accusations. Un danger permanent à Guédiawaye, aucun des 14 marchés du département ne dispose d'une bouche d'incendie. Ajoutez à cela les installations anarchiques et les branchements clandestins. Une bombe qui peut éclater à tout moment. Un conseil interministériel sur les incendies dans les marchés s'est tenu cet après-midi. Au total, 6 mesures ont été retenues pour faire face au phénomène. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Marema Diop. Skype, WhatsApp, Facebook, entre autres, ces services de communication utilisés par Over the Top. Ils ont fait perdre à la Sonatel près d'une vingtaine de milliards pour la seule année 2018, suffisant pour que le directeur général du groupe Sonatel s'indigne. Le conte, récit de faits, d'aventures imaginaires, histoire fausse ou invraisemblable célébré ce mercredi. Nous avons donné la parole à des parents, tous sont unanimes sur le fait que le conte éveille l'enfant, mais le hic, selon des élèves, et qu'il n'est pas bien enseigné à l'école. Et puis en sport, football, éliminatoire CAN U23, phase aller, le Sénégal qui a perdu son match face à la Guinée. Les Lionceaux ont été battus par les Guinéens sur le score de 2-1. Le match retour, ce sera dimanche prochain. Merci de votre fidélité. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Mohamedou Lamine Sow. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient dans moins de 3 minutes. Un flash en Wolof avec Seydou Nourouba.